Alors bonjour Marie-Cécile Martin, on est ici avec Opéra Off pour parler un petit peu de toi, de ton travail et puis que tu nous présentes un peu ce que tu fais. Alors parle-nous de toi. Bon, je suis Marie-Cécile Martin, je suis chanteuse lyrique depuis quelques années déjà et je suis coach vocal depuis une dizaine d'années. Et en fait, je me suis intéressée vraiment plus particulièrement à l'aspect physique, corporel et respiratoire dans l'étude du chant. T'en étais venue à un certain constat de difficultés qui viennent de méconnaissance des mécanismes du chant, du chanteur, de l'instrument. Oui, c'est ça. Je suis venue à un constat, mais c'est parce qu'en fait, pendant toutes mes années de pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de chanteurs se posaient des multitudes de questions concernant la technique vocale, en fait. Vraiment, beaucoup plus qu'un instrumentiste. Et donc, j'ai eu l'impression, et c'est un peu réel d'ailleurs, que c'est un peu l'étude du chant, un parcours du combattant. Et qu'on cherche tous azimuts des informations concernant la technique, en fait. Les chanteurs rencontrent donc généralement des problèmes. Et quel type de problème tu vois? Quel type de problème? En fait, il y a trois types de problèmes. Il y a un problème physique qui est de l'ordre de l'inconfort. Le premier inconfort se situe au niveau du larynx. On a beaucoup de personnes qui se plaignent de tension laryngée, tension musculaire. Ensuite, on a une autre forme de question, c'est surtout au niveau des notions. C'est un peu flou. Où se situe la connexion? Est-ce qu'elle se fait naturellement ou pas? Où se situent les soutiens? Le soutien, ce qu'on appelle appoggio, est-ce que c'est un appui? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce qu'on a réellement un seul soutien? Donc ça, c'est des questions qui reviennent souvent et des problèmes techniques vraiment précis. Et on est un peu perdu dans la nature parce que ce sont des choses très physiques finalement et on a peu l'occasion de trouver des réponses à ces questions. D'accord, donc il y a des problèmes de vocabulaire, de qu'est-ce qu'on dit quand on ressent les choses, et puis des problèmes, des signes de dysfonctionnement qu'on peut voir chez chaque chanteur. Oui, c'est vrai qu'on voit physiquement. Physiquement, oui, on voit des choses physiquement. On voit des choses et on peut les énumérer peut-être, on peut en parler. Ce qui est très criant, surtout, c'est un problème au niveau de la gestion du souffle. D'accord. Parce qu'on voit souvent une respiration beaucoup trop haute qui crée des trous là, dans les espaces sous-claviculaires et ici, sous le larynx. Mm-hmm. Et ça, c'est une preuve que la respiration n'est pas basse. Et on cherche une respiration basse, on l'a souvent entendu, mais sans pouvoir vraiment toucher le Graal. Donc souvent, on voit ça. On voit aussi des tensions dans les mâchoires. On les voit parce que les mâchoires interviennent beaucoup trop. Et puis, il y a aussi les fameuses veines beaucoup trop présentes autour du larynx. Donc ça dénote quand même une pression un petit peu trop importante. Mm-hmm. Donc ça, ce sont des signes physiques. Et quand on chante et qu'on s'aperçoit de ça devant un miroir, un trou ici, des creux, c'est qu'on est vraiment en problème, en fait, important de souffle. Donc chaque chanteur peut s'auto-évaluer par rapport à ça. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Okay. Il faut juste se dire que oui, il y a une solution. C'est pas normal, mais il y a une solution. D'accord. Donc une fois que le chanteur s'est auto-évalué, s'il vient faire donc c'est un travail sur le souffle qu'il doit faire. Et comment est-ce qu'on définit une respiration fonctionnelle? Comment est-ce qu'on peut la voir ou la récupérer ou simplement la définir? Peut-être que je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une mauvaise respiration qui n'est pas fonctionnelle, donc dysfonctionnelle. Il faut s'en réaliser très vite, c'est-à-dire que une respiration thoracique, parce qu'elle sera uniquement thoracique, donc vraiment trop proche du larynx, et donc cette respiration-là ne nous amènera pas suffisamment
d'air, mais surtout une alimentation de qualité, pas du tout. Et l'autre respiration qui est malheureusement bien souvent entendue dans les cours de yoga ou toutes les méditations, les relaxations, c'est la respiration abdominale. Et c'est pas du tout une grande nouvelle, mais on n'a pas de poumons dans le ventre, donc si on respire par le ventre, ça va pas donner grand-chose. Donc en fait, il existe une bonne respiration qui est adaptée à la voix portée, que ce soit la voix chantée, mais aussi la voix des professeurs, des comédiens, etc. Il existe une respiration qui s'appelle la respiration costo-diaphragmatique. Et comment on définit cette respiration costo-diaphragmatique ? Une respiration costo-diaphragmatique permet le minimum d'effort dans l'ensemble de l'acte respiratoire. Et donc, c'est ce qu'on demande aux chanteurs. On n'est pas... Quand on chante, en fait, c'est plus du tout le moment de construire notre instrument. Donc la costo-diaphragmatique, c'est une respiration qui se construit comme on construit un piano pour jouer. On ne joue pas en réparant un piano. Je veux dire, on n'est pas en train de... Ni en violon, un violoniste ne change pas de corde en jouant. D'abord, le facteur s'est occupé de l'instrument. Et ensuite, on doit être libéré de toutes ces tensions et toutes ces préoccupations. Et donc, la respiration costo-diaphragmatique donne ça. D'accord, donc on travaille l'instrument avant, et au moment où on chante, on n'est plus en train de le travailler, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on construit cet instrument. Okay. Et cet instrument, c'est le corps. Mais donc c'est une sorte de rééducation, Oui, c'est une sorte de rééducation. Parce que comme on veut venir à quelque chose de naturel et que ça s'installe très très progressivement, ça passe effectivement par une rééducation du corps et du souffle. Donc on récupère la respiration du bébé, qu'on avait tous quand on était bébé, jusqu'à l'âge de 12-13 mois, et qu'on a perdu petit à petit. Et donc effectivement, cette respiration demande une rééducation petit à petit, et parce que c'est pas une baguette magique, il faut vraiment travailler quotidiennement cette récupération de cette et donc ça fait appel à la proprioception de chacun. D'accord. C'est quoi exactement la proprioception ? La proprioception, c'est juste le sens qu'on a tous, inconscient ou conscient, de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc ça va aller chercher un peu profondément dans nos repères physiques, ce qui est là à l'instant T. Et puis petit à petit, on le voit évoluer avec de nouvelles indications. Et puis en répétant le geste, parce qu'on va faire appel à la neuroplasticité cérébrale, on répète. Et puis petit à petit, les choses changent, bougent. Et là, c'est vrai qu'on est un peu obligé d'avoir une écoute du corps. Mais qui est très très simple. Donc on construit des nouveaux chemins neuronaux pour que la respiration s'automatise. Oui, on essaye d'effacer les anciens, les scories, tout ce qui ne correspondait pas à la bonne respiration pour la voix portée, parce que des respirations, il y en a beaucoup et elles sont toutes très bonnes dans leur domaine. Mais pour la voix portée, il y a vraiment une respiration qui est idéale en fait et qu'on récupère petit à petit. Alors, c'est quoi une bonne inspiration ? C'est quoi une bonne expiration ? Oui, une bonne inspiration, c'est une respiration qui se fait sans force, sans pression, qui remplit les poumons du sommet à la base et pas uniquement là-haut sur le lobe supérieur, parce qu'en fait on a de chaque côté, donc du côté du cœur on a 2 lobes, supérieur et moyen, et du côté de l'autre côté on en a 3, donc supérieur, moyen et inférieur. Et cette rééducation permet lors d'une inspiration de remplir l'intégralité du poumon, donc petit à petit. Ce qui fait que ce n'est plus une question de pression, ce n'est plus une question de quantité d'air,
il faut très 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 peu d'air. D'ailleurs, je crois qu'il y a une citation, Caruso qui a dit il ne faut pas plus d'air pour chanter un air d'opéra que pour une conversation courante. Oui, si l'air est bien géré. Donc, et si l'inspiration est bonne et l'expiration est bonne. Donc l'inspiration, c'est vraiment, faut que ce soit sans effort et sans tension. Et l'expiration, ça c'est plus compliqué, entre guillemets, mais en fait c'est juste que le corps va gérer un débit d'air grâce au travail qu'on a fait avant, c'est-à-dire le travail corporel, toute cette préparation avec la gymnastique prévocale, des muscles se réveillent et donc on est plus à même de gérer un débit sans aucune entrave et sans aucune tension. D'accord. Donc cette gestion du débit se fait seule une fois que le corps est prêt. Voilà. Le corps doit se préparer. C'est une évidence. Et le souffle, c'est un travail des deux côtés. D'accord. Donc, et ce que tu proposes, toi, qu'est-ce qu'on trouve dans tes cours ? Comment ça se compose une séance avec toi ? Une séance, c'est bâti sur 3 axes. Le premier axe, c'est déjà l'observation de ce qui se passe. Quels sont mes problèmes ? Qu'est-ce que je rencontre comme problème ? Donc déjà, on va écouter ça. Et puis petit à petit, on va commencer la gymnastique prévocale. D'accord. Donc avec un tas du petit matériel de gymnastique douce. On n'est pas du tout des haltérophiles. Ensuite, on va mettre en place progressivement un travail sur le souffle, très progressif, de semaine en semaine, parce qu'il faut vraiment obéir au corps, parce qu'il n'est pas habitué, donc il ne faut pas hésiter à être lent. C'est le temps du corps, ce n'est pas le nôtre, c'est le temps du corps. Et puis ensuite, ce que je propose, ce sont des exercices vocaux qui permettent de concrétiser tout ce qu'on a mis en place et de continuer toute cette musculation, mais intérieure, de manière à ce que les choses agissent après, vraiment avec le moins d'efforts possible. Alors, en combien de temps on peut espérer des résultats de ce travail ? Les résultats, on les a toute sa vie, en fait, parce qu'on est... au départ, il nous faut... on va dire que sur une année, on termine une rééducation. Okay. Et donc... entre 6 mois et 1 an, déjà au bout de 3 mois, on sent beaucoup de changements et on a quelques petites indications précises dans le corps qui nous disent qu'on est sur un travail intéressant et concret. Et ensuite, évidemment que par la suite, il faut continuer à travailler en autonomie. D'accord. C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre de cours de respiration toute sa vie, ni de technique du corps, etc. Je donne tous les outils. Et ensuite, oui, il faut, avant toute chose, avant même le travail de la voix, des vocalises, des choses comme ça, considérer que l'instrument, c'est le corps. Donc, il faut l'entretenir. D'ailleurs, libre à chacun d'aller aussi agrémenter d'un cours de tai chi. C'est David Jones qui, aux États-Unis, envoie systématiquement tous ses chanteurs vers quelqu'un qui travaille, qui rééduque la respiration. Donc, voilà. Et après ce travail-là, voilà, on peut étayer avec des pratiques de souplesse du corps. Mais en 3 semaines déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui naît dans notre corps. C'est un endroit précis. Et il faut continuer à travailler le souffle et le corps. Et on a un très bel exemple en ce moment, c'est Nadine Sierra qui a des longueurs de phrases infinies. Elle passe par toutes les nuances possibles, imaginables, des grands crescendo, et elle retient, et ça repart. Tout ça sur un même souffle. Ça fait 20 ans qu'elle chante. Moi, je l'ai entendue à ses débuts et j'ai tout de suite compris qu'elle avait fait un énorme travail. Et d'ailleurs, elle le montre un petit peu quand même, son travail physique. Et puis, chez les anciens, on a
On avait des voix qui faisaient, par exemple, Pauline Viardot, qui travaillait tout ça, était à la fois mezzo, soprano et soprano. Donc voilà, ça étaye la tessiture est modifiée. Hein. On a évidemment des deux côtés, dans l'aigu et dans le grave. Le corps est plus ouvert, plus souple et répond. Donc non seulement il y a des bienfaits techniques, puis après il y a des bienfaits aussi au niveau du parasympathique, parce qu'on déclenche, comme dans tout travail respiratoire, une détente et quelque chose qui lâche. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on a accès en fait à tout ce qu'on doit mettre en place. D'accord. Et pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai toujours été intéressée par le côté... l'aspect corporel, en fait, de toutes le Feldenkrais, la méthode Alexander, le travail de Blandine Cadet-Germain, que j'aime beaucoup, qui a écrit plusieurs bouquins et qui a aussi écrit un livre pour les chanteurs. Et donc, comme j'ai toujours été attirée par ça, et par la technique aussi, parce que je trouve que pour un chanteur, c'est tellement agréable d'essayer de maîtriser quelque chose qui est... bien souvent naturel, parce qu'il y a des chanteurs qui ont une voix naturelle et finalement ils sont très vite mis sur les planches et ils ne sont pas forcément prêts. Donc tout ce travail physique de préparation, un peu artisanal, mais ça m'a toujours attirée et donc je n'ai jamais voulu enseigner autrement qu'avec ce type de travail. D'accord. Et donc ça s'adresse aux chanteurs, ça s'adresse à d'autres... Oui, aux chanteurs, aux chanteuses, aux comédiens, beaucoup, parce qu'on voit beaucoup de comédiens qui sont vraiment en souffrance, parce qu'ils portent, sur scène, il y a beaucoup de cris, parce qu'il n'y a pas de moyens vocaux, en tout cas pas d'instrument vocal, donc c'est dommage, c'est pas du tout... long de trouver son axe, de trouver sa technique de souffle, même pour un comédien. Les orateurs aussi, les professeurs de faculté, j'en ai eu aussi beaucoup. Voilà, toutes les personnes qui ont besoin de porter la voix, qui ne sont pas forcément chanteurs. D'accord, donc tu parlais de ce travail. En fait, tu parles d'éviter des stratégies finalement qui sont mises en place par un chanteur pour pallier à des problèmes qu'il peut rencontrer. Oui, c'est ça. Donc ton travail, tu traites la source et pas les symptômes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je traite plutôt la source pour aller vers la cible. Et donc, pour éviter les rustines posées à droite à gauche pour régler un problème vocal ou même tout simplement pour chanter. C'est-à-dire que on a tous mis en place un tas de gestes qui ne sont pas les bons et de mécanismes un peu. Et puis, beaucoup, on est très en lutte contre notre instrument parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Donc, on essaye de trouver des idées à droite à gauche alors que c'est vraiment juste une question basique de socle. Comment je respire ? C'est un instrument avant, oui. Et comment mon corps va m'aider à faire face, parce que c'est quand même, le chant lyrique, c'est quand même quelque chose de très physique, on le sait, on met en place 200 à 300 muscles dans l'acte vocal, mais il faut être prêt. Donc, une fois que ce corps est prêt, quelles que soient les conditions émotionnelles, le corps va répondre. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est l'auto-mécanisme, c'est-à-dire que ça va vraiment fonctionner de soi-même et sans trop de préoccupations. On a toujours des préoccupations parce qu'on a les conditions, l'accompagnement, bref, ou alors aussi une maladie, un rhume ou des choses comme ça qui nous enquiquinent. Donc il faut vraiment que ça fonctionne par automatisme. D'accord. Et cette rééducation permet de vraiment être soulagé d'un tas de soucis. Et émotionnellement, oui, on peut faire face, un chanteur peut faire face à des soucis, des mauvaises nouvelles dans la journée, juste avant d'entrer sur scène. Et c'est là qu'on se dit, heureusement que j'ai ça, parce que c'est un peu plus pilote automatique.
l'instrument répond. Oui, il n'y a pas à prier pour se dire Voilà. mon Dieu, pourvu que ça passe. Oui, on n'a pas à se dire pourvu que j'ai mon là aujourd'hui. Okay. Non, on l'aura parce que c'est logique, le corps, c'est un travail concret. Donc le corps sera présent. Et D'accord. nous, on fait de la musique. Okay. Et on ne fait pas une lutte contre un tas de choses. Et ça vient d'où, ce travail ? Ce travail, en partie, vient d'il y a très 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 longtemps, donc du XVIIIe siècle, dans l'académie des académies des castrats, en fait, qui, eux, étaient formés, après la castration, ils étaient formés physiquement. Ils avaient un travail énorme sur le souffle aussi, pendant 5 à 10 ans. Donc ils étaient très jeunes, ils entraient dans les académies à 11 ans. Et donc ils travaillaient beaucoup le physique et le souffle, 4 à 6 heures par jour. Donc c'était vraiment, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche parce qu'on considérait à l'époque que c'était trop tôt. Il fallait d'abord construire un instrument comme on construit un violon, etc. Et donc, et ce travail-là, alors on n'a pas tout le programme, on n'a pas la totalité en fait du programme des castrats, mais on sait que en fait, une fois qu'ils commençaient à chanter, donc ils avaient enfin le droit de chanter, c'était plus rapide en fait. Il leur fallait 2 années à peu près pour mettre en place leur voix, et puis c'était bon. Et donc il s'avère qu'en 1930, à peu près par là, on a eu donc des restes, et c'était intégré au programme du Conservatoire de Paris, toute cette gymnastique et toute cette préparation physique et respiratoire. Et puis après, ça s'est un peu étiolé. D'accord. Et donc, si tu veux synthétiser ton travail en 3 mots, ce serait quoi ? En 3 mots, alors ce serait concret, parce qu'on travaille vraiment des choses palpables. Rien d'ésotérique. Ah non, rien d'ésotérique. Juste vraiment quelque chose d'évident, de concret. Je dirais libérateur aussi, parce que quel bienfait après de se sentir enfin en pleine possession de son corps. De toute façon, c'est toujours agréable. Et puis du souffle, du travail du souffle. Si on travaille, évidemment, à la maison, c'est pas une baguette magique, je le répète encore. C'est un travail, moi je guide, mais c'est un travail vraiment du quotidien. Et ensuite, je pourrais dire, je pense, ajuster, parce que chaque personne est différente, donc on ne peut pas appliquer une technique, une méthode à tout le monde. Et chaque personne a son histoire vocale. Certaines personnes ont eu des pathologies plus ou moins graves. On a des fuites glottiques, des personnes qui se sont fait enlever un nodule, qu'on remet sur scène, alors qu'en fait, le problème n'est toujours pas réglé. Le nodule n'est pas venu par hasard, c'est pas de leur faute. Donc il faut reprendre les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, et en fait c'est absolument toujours une question de formation corporelle, enfin de prise en charge en fait de la voix par le corps, et un travail sur le souffle. Voilà, donc il y a beaucoup de bienfaits. Merci beaucoup Marie-Cécile. Je t'en prie. Et merci Opéra Off.